Le 7 octobre 2007, à Mexico, la police locale se rend à l'appartement de José Luis Calva Zepeda. Lorsqu'il leur ouvre la porte, les enquêteurs constatent immédiatement qu'il l'interrompt en plein repas. En effet, la table est mise, il y a une jolie nappe qui est posée sur celle-ci et des petites rondelles de citron accompagnent un plat de viande. Mais bizarrement, ça sent pas le poulet ni le bœuf et ça sent pas le porc non plus. J'ai légèrement amélioré le setup derrière moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Il n'y a rien de fou, mais j'ai fait quelques efforts. Et aussi, vous avez été quelques-uns à me dire que je me tenais trop près de la caméra. Est-ce que je dois encore me reculer ou est-ce que comme ça c'est bien? Je vous avoue que pour moi, c'est un peu difficile de me rendre compte et de répondre à cette question toute seule. Bon, je vous fais le disclaimer habituel, même si vu le titre de la vidéo et le thème, je suis pas sûre que ce soit spécialement nécessaire. C'est une vidéo true crime, donc qui peut comporter des images dérangeantes, des propos dérangeants, des détails glauques. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous propose d'aller voir autre chose sur YouTube. Les autres, vous me suivez, parce que juste après le générique, on attaque directement l'histoire. José Luis Calva Zepeda, il est né le 20 juin 1969 à Mexico, c'est la capitale du Mexique. C'est une ville très dense et très animée qui compte plus de 10 millions d'habitants et qui souffre de la majorité des maux des très grosses mégalopoles d'Amérique du Nord. Car oui, le Mexique est bien en Amérique du Nord, j'ai eu du mal à m'y faire. Donc les soucis typiques en question, c'est l'insécurité, la drogue, la pauvreté de manière générale, les trafics en tout genre. José grandit donc là-bas dans une famille assez nombreuse. Ils sont quand même 6 enfants. Il a 4 frères et une sœur. Son père, Esteban Calva Tellez, il meurt d'une raison inconnue alors que José n'a que 2 ans. On sait vraiment peu de choses sur lui. José et ses frères et sœurs, ils vont alors être élevés par leur mère seule, Elia Zepeda Camarena. Elia, malheureusement, c'est une mère abusive. Elle est extrêmement autoritaire et elle va beaucoup les faire souffrir aussi bien physiquement que moralement. Très fréquemment, elle ramenait des hommes différents au sein du foyer et même si c'était que des amants de passage, elle les présentait tout le temps à ses enfants et elle forçait même les petits à les appeler papa. C'est une attitude qui peut être extrêmement déstabilisante pour de jeunes enfants qui sont en pleine construction psychique et qui sont avides de repères. Et ce genre d'attitude, ça va vraiment pas aider les enfants à voir les adultes, et en l'occurrence les femmes, comme des personnes de confiance. Encore un autre épisode qui peut sembler anecdotique, mais qui n'est pas tant que ça sur de jeunes enfants, donc j'ai décidé de vous en parler. Lors de la fête des sages, c'est un équivalent de Noël, en janvier 75, José, il a alors 6 ans et il va faire une chute qui va plus ou moins blesser sa sœur. Ça va faire rentrer sa mère dans une rage folle, elle va le battre et en plus de ça, elle va briser devant lui le cadeau qui lui était destiné. Ça va beaucoup atteindre José parce que c'était pas non plus tous les jours qu'il recevait des jouets neufs vu que c'est une famille modeste et nombreuse. José va alors se mettre en tête de partir un peu de la maison pour gagner de l'argent afin de se repayer un jouet. Alors certes pour nous c'est difficile à comprendre qu'un enfant de 6 ans puisse avoir ce genre d'idée, mais c'est un pays plutôt défavorisé et malheureusement dans ces pays-là ça arrive que les enfants travaillent. Il va se mettre à cirer des chaussures dans la rue et il va réussir à se payer un petit camion tout neuf. Il revient alors chez lui et il a son achat sur lui et sa mère va forcément le remarquer et lorsqu'elle va l'interroger sur l'origine du jouet, comment ça se fait qu'il a un jouet neuf comme ça, quand elle va comprendre qu'il a travaillé pour se le payer lui-même, elle va péter un câble, elle va de nouveau le battre et de nouveau casser le jouet. À partir de ce moment-là, José il va toujours nourrir une rancœur envers sa mère et il sera plus jamais proche d'elle. Bon, quelque chose de beaucoup moins anecdotique cette fois-ci au niveau des traumatismes d'enfance. José, malheureusement, il subira un viol alors qu'il a 7 ans. Il va être abusé sexuellement par un ami d'un de ses frères qui a 16 ans. On ne sait pas si c'est arrivé une seule fois ou si ça a duré, mais en tout cas, il va être marqué à vie. Alors tout ceci étant dit, je préfère préciser
que lorsque je m'appesantis comme ça sur des passages traumatisants de l'enfance, c'est absolument pas pour justifier les actes futurs. C'est plus pour contextualiser des passages à l'acte et insister sur le fait qu'il y a certains éléments qui se produisent dans l'enfance qui peuvent paraître anodins. On parle pas du viol, évidemment, hein, mais par exemple, le fait que la mère ramenait des hommes inconnus et les faisait appeler papa par les enfants, ou bien le fait qu'elle les cassait des jouets, ce genre de choses. Ça peut paraître anodin, mais s'avérer en fait traumatisant sur des jeunes enfants en construction, surtout s'ils sont déjà fragiles à la base. Et du coup, ça encourage vraiment à toujours coupler l'autorité de bienveillance dans l'éducation des enfants et c'est toujours bon à rappeler. Alors qu'il a que 12 ans, José, il est purement et simplement mis à la porte par sa mère. Il doit quitter le foyer, elle estime qu'il est en âge de se débrouiller tout seul, il est en âge de travailler, vous allez me dire, il travaillait déjà à 6 ans. Du coup, il est déscolarisé et il va commencer à boire. José doit vraiment rapidement trouver un travail pour subvenir à ses besoins et ce sera chose faite grâce à un beau-frère qui travaille en tant que magicien et qui va lui trouver un boulot de clown. C'est à cette époque que José va se prendre de passion pour la lecture et l'écriture. Il va commencer à écrire des poèmes, des pièces de théâtre, des scénarios de films. À noter qu'en 1992, il est interpellé pour vol et port d'armes illégal. Et en 1996, il est mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle, mais il sera jamais incarcéré pour toutes ces choses-là. C'est la même année, en 1996, que José rencontre Aïd, une jeune femme qu'il va rapidement épouser et avec qui il aura 2 enfants, 2 filles. Malheureusement, au bout de seulement 2 ans, ils vont divorcer et Aïd, elle va partir aux États-Unis avec les enfants et ça, José va vraiment très mal le vivre. Il va tomber en dépression et augmenter d'autant plus sa consommation d'alcool et de drogue. Peu après que sa première femme se soit enfuie aux États-Unis avec les enfants, il va faire la rencontre d'une nouvelle petite amie qui s'appelle Lydia Sanchez Valdez. Celle-ci, elle va raconter plus tard qu'à cette époque, José, il était obsédé par la sorcellerie, la magie noire, qui traficotait avec des élixirs et des herbes et qu'il adorait jeter des sorts, en particulier aux gens qui lui ont causé du tort et plus particulièrement à son ex-femme. Elle rapportera aussi que José, c'était un maniaque de la propreté, qu'il se lavait les mains des dizaines de fois par jour et que ça ressemblait presque à un trouble obsessionnel compulsif. Il se lavait aussi très méticuleusement les parties intimes avant et après chaque rapport sexuel. Il était aussi violent psychologiquement, il était possessif, jaloux et il menaçait de mettre fin à ses jours si Lydia le quittait. Tout ça, ça a mis Lydia mal à l'aise, on peut comprendre, et elle l'a quitté. José va alors se concentrer sur sa carrière d'écrivain. Il est vraiment très fier de ses productions écrites et en fait, pour essayer de se faire connaître, il va compiler des recueils avec tous ses textes qu'il va se mettre à distribuer dans la rue en espérant tomber un jour sur quelqu'un d'important qui lira sa prose, sera séduit et le propulsera vers la célébrité. Même si ça marche pas très bien, sa petite entreprise là, il s'en vante énormément. Il est vraiment très fier de ce qu'il fait. C'est à l'été 2007, alors qu'il est justement en train de distribuer des recueils de ses écrits dans la rue, qu'il va faire la connaissance d'une jeune femme, Alejandra Galeana. Elle a 32 ans et elle est célibataire avec 2 enfants. En apprenant à connaître Alejandra, il va découvrir qu'elle travaille en pharmacie. Et ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, José, comme je vous ai dit, consommait beaucoup d'alcool, mais il était aussi accro à pas mal de drogues, dont la cocaïne, mais aussi un médicament qui s'appelle le clonazepam. C'est un médicament qui est utilisé pour traiter les troubles de l'anxiété, par exemple, et qui peut être vraiment dangereux et addictif. Et du coup, il va voir en Alejandra un moyen assez facile de se procurer sa drogue. Il va se mettre à lui faire la cour de manière très assidue, il va lui offrir tous les jours des fleurs et des poèmes. Il est très insistant et ils finissent par sortir ensemble. Et à la rentrée 2007, Alejandra, elle va présenter José à sa mère. Autant vous dire que le courant entre les deux ne passe absolument pas, parce que la mère d'Alejandra, elle va trouver que José est hyper égocentrique et vantard, et a priori, elle a pas tort de penser ça.
En plus de ça, José il va dire à la mère d'Alejandra que grâce à son activité d'écrivain, il gagne environ 200 $ par jour, ce qui est quand même énorme. Mais elle va pas le croire du tout, rien qu'en observant ses vêtements en fait. Elle va réaliser que clairement il est pas habillé comme quelqu'un qui gagne 200 $ par jour. Du coup, en plus de le trouver égocentrique et vantard, elle va se dire que c'est un menteur et qu'il a absolument pas les moyens d'offrir un bel avenir à sa fille. Donc il remplit aucune des cases pour être validé par elle pour accompagner sa fille dans sa vie future. Pas longtemps après cette rencontre catastrophique, Alejandra a priori elle était proche de sa mère et la vie de celle-ci comptait pour elle. Et elle va décider de plus ou moins quitter José. En tout cas, elle s'arrange pour trouver un boulot au nord de Mexico, ce qui va lui donner une opportunité parfaite pour s'éloigner de lui. Le 5 octobre 2007, la mère d'Alejandra va recevoir un coup de fil, lui indiquant que sa fille ne s'est pas présentée à son nouveau travail. Et a priori, c'est pas du tout son style. La mère, elle va soupçonner tout de suite José d'avoir séquestré sa fille et de la tenir enfermée quelque part pour l'empêcher de le quitter. Le lendemain, il y a un voisin de l'appartement de José qui va apprendre à la mère d'Alejandra que celle-ci, ou une femme lui ressemblant, a été vue en train d'entrer chez José. Et ça correspond au jour de sa disparition. La mère d'Alejandra va donc prévenir la police qui va se rendre sur les lieux le 7 octobre 2007. La police va donc frapper à la porte de l'appartement de José Calva Zepeda, et c'est bien lui qui ouvre. Et les enquêteurs ils vont tout de suite constater qu'ils sont en train de l'interrompre dans son dîner. Il est en train de se faire un petit repas d'évidence, les couverts sont mis, il y a une jolie nappe qui est disposée sur la table, ainsi que des odeurs de nourriture. La police va expliquer à José qu'ils sont en train d'enquêter sur la disparition d'Alejandra, avec qui il est lié, et qui a été vu pour la dernière fois chez lui. Ils vont commencer à fouiller l'appartement de José et dans un premier temps, ils trouvent absolument rien, il n'y a aucune trace d'Alejandra. Ils avancent progressivement dans l'appartement jusqu'à atteindre la chambre à coucher. Et dans la chambre à coucher, il y a un grand meuble qui est en fait une armoire, une penderie, un dressing, tout ce que vous voulez. Et lorsqu'ils vont l'ouvrir, ils vont tomber sur un cadavre. C'est un corps qui a été démembré et c'est celui d'Alejandra a priori. Les enquêteurs ils vont remarquer assez rapidement qu'il manque une partie de l'avant-bras droit ainsi que de la jambe droite. Ils se mettent alors à la recherche des morceaux de corps manquants dans l'appartement. Dans la cuisine, ils vont finir par trouver ce qu'ils cherchent. En ouvrant le frigo, ils vont constater que les bouts de corps sont là, entreposés dans le réfrigérateur. En poussant les recherches, ils vont aussi trouver dans un paquet de cornflakes des os humains qui ont été bouillis ou frits. Là, les policiers, ils sont un peu obligés de se rendre à l'évidence. José, il était en train de manger les morceaux de corps d'Alejandra. Parce que sur la gazinière, par exemple, dans une poêle, ils vont trouver des bouts de chair humaine assaisonnés avec des petites rondelles de citron. Évidemment, José, il est arrêté. Il va dire avoir tué Alejandra par accident. Il l'aurait étranglée accidentellement, ce qui arrive très souvent. Et il va vraiment insister pour dire qu'il ne l'a pas mangée. Il dit qu'il comptait cuisiner, faire cuire le corps, l'assaisonner pour pouvoir le donner à manger aux chiens errants. Il se trouve qu'à Mexico, c'est un problème. Il y a énormément de chiens errants. Les légistes, à l'examen du corps d'Alejandra, vont constater qu'elle a bien été étranglée et que son corps a été laissé sur le sol de l'appartement assez longtemps. La piste accidentelle est exclue. Enfin, si quelqu'un y croyait à la base. La police va trouver chez José de nombreux écrits et parmi ces écrits, il y a un manuscrit qui s'appelle Cannibal Instincts, donc instinct cannibale. Et sur la couverture, c'est un espèce de photomontage d'Hannibal Lecter. Alors qu'il est en train de se retrouver empêtré dans ses mensonges, José, il va sauter d'un balcon en hauteur. On ne sait pas exactement si c'est une tentative de suicide ou une tentative de fuite, mais en tout cas, il va être blessé et hospitalisé. Donc comme il est de coutume, lorsque vous arrêtez un gros profil comme ça, vous faites une enquête sur son passé et vous allez essayer de le relier à d'autres événements potentiellement criminels. Et les policiers vont découvrir qu'en effet, José, il a été le petit ami d'une femme qui est morte en 2004. Là, excusez-moi, je prends ma note.
Elle s'appelle Verónica Consuelo Martínez Casarrubias. Elle avait un profil très similaire à celui d'Alejandra. C'était une mère célibataire et elle travaillait en pharmacie. Le corps de cette femme, il a été retrouvé en 2004, décapité, coupé en morceaux, les morceaux entreposés dans des cartons qui ont été balancés dans la nature dans une ville proche de Mexico. À l'époque du meurtre, la police n'a aucune piste, aucun suspect et du coup, ça va devenir un cold case. José va nier catégoriquement avoir quoi que ce soit à voir avec la mort de Verónica, mais le faisceau de présomption est quand même assez solide. La police va insister, va continuer de bien le travailler et José, il va finir par livrer le coupable, un certain Juan Carlos Pérez. José explique que ce Juan Carlos, c'était un collègue de Verónica et qu'il n'aurait pas eu vraiment de mobile pour la tuer, juste ils étaient collègues et il l'a tué quoi. Bon, il y a personne qui y croit trop, mais la police retrouve quand même Juan Carlos et va l'interroger. Juan Carlos Pérez, il va apprendre à la police que José et lui, en fait, ils étaient amants. Et il va aussi confirmer que c'est bien José qui a tué et démembré Verónica et que lui, il était au courant de tout. Ça, on peut lui reprocher, mais par contre, il n'a pas participé au meurtre. Il va ressortir qu'à l'époque, Juan Carlos et José, en effet, ils sortaient ensemble, ils étaient amants, ils avaient une relation amoureuse et sexuelle, mais ils étaient aussi surtout partenaires dans la consommation de drogue, alcool, cocaïne et la drogue dont je vous parlais tout à l'heure, le médicament clonazepam. Et Juan Carlos, il va expliquer que toutes ces consommations-là de substances mélangées, ça provoquait chez José des comportements vraiment erratiques et fous et bizarres, complètement incontrôlables. En poursuivant les recherches dans le passé de José, la police va réussir à le relier à un autre meurtre. C'est celui d'une prostituée qui avait pour nom, pour son travail, La Yarroca. On connaît malheureusement pas son vrai nom. Son corps, il avait été démembré, placé dans des valises, et ces valises, elles ont été retrouvées pas très loin de l'appartement de José. Après cette découverte macabre, il n'y avait pas de suspect ni de piste, et la police a assez rapidement mis de côté l'affaire. Comme c'est malheureusement souvent le cas lorsqu'il s'agit de travailleuses du sexe, on avait abordé la question dans ma vidéo sur Fritz Onka. C'est vrai qu'en général, quand il s'agit de prostituées, les policiers sont un petit peu moins motivés pour mener l'enquête que quand ce sont des femmes bien intégrées socialement, avec une famille, etc. C'est super triste, mais c'est comme ça. Les policiers vont commencer à établir un profil de José parce qu'ils constatent qu'il s'en prenait toujours au même type de femmes. C'était tout le temps des mères célibataires, des travailleuses pauvres, des femmes sur lesquelles il allait facilement pouvoir exercer une emprise psychologique et les rendre plus ou moins dépendantes de lui. En prison, il va refuser de plaider coupable pour aucune des accusations de meurtre et ses avocats vont tout faire pour laisser penser que de tels actes pouvaient être motivés uniquement par la consommation de drogue. Ils insisteront vraiment là-dessus et surtout sur le fait que José n'a jamais pratiqué d'actes de cannibalisme sur aucune des victimes. Le 11 décembre 2007, donc vraiment pas très longtemps après son arrestation, José, il a alors 38 ans et il va être retrouvé mort dans sa cellule d'une prison de Mexico. Il se serait pendu à l'aide d'une ceinture en cuir. Au départ, le suicide fait pas vraiment de doute, mais en enquêtant un petit peu plus, la piste, elle semble louche, parce que José, il a jamais manifesté de velléité suicidaire. En plus, il était en train d'écrire un nouveau livre, une autobiographie. Il était super excité par ce projet. Et cette autobiographie, elle avait pour titre The Cannibal Poet, donc le poète cannibale. Un titre somme toute original pour quelqu'un qui prétend ne jamais avoir mangé personne. En plus de ça, donc du fait qu'il avait jamais exprimé de volonté de suicide, du fait qu'il avait des projets qui l'enthousiasmaient, le petit truc qui cloche dans le suicide, c'est que la ceinture, elle avait forcément été amenée par quelqu'un de l'extérieur dans la cellule, puisque José n'avait pas du tout l'autorisation d'avoir une ceinture sur lui dans sa cellule. Et finalement, il y a des traces de torture et de viol qui sont retrouvées sur son corps. Donc ça paraît évident que c'est pas un suicide. Il y a une enquête interne qui va être menée dans la prison de Mexico, mais qui ne va rien donner.
Dans le livre trouvé dans sa cellule, le poète cannibale, José avoue avoir mangé des bouts du corps d'Alejandra. José Luis Calva Zepeda aurait fait entre 2 et 10 victimes, mais on n'en saura jamais plus parce que malheureusement il est mort avant de pouvoir répondre de ses actes. J'en ai fini avec l'histoire de José Luis Calva Zepeda, le cannibale poète mexicain. J'espère que l'histoire vous a plu et que comme d'habitude vous l'aviez pas trop entendu avant. J'essaye quand même de sélectionner les thèmes de mes vidéos en fonction de ça, de faire attention à ce que ce soit pas une histoire qui a été trop traitée sur YouTube. Après, je vous avais dit au moment de la vidéo sur les meurtres de Snowtown, j'avais eu une grosse déception pile quand j'avais sorti la vidéo. Il y a 2 très grosses chaînes qui la sortaient aussi et je ne l'avais pas vue du tout. C'était la semaine où moi je tournais, eux l'ont sorti. Bon voilà, donc j'avais été tellement déçue. Et depuis ça, j'avais décidé de plus du tout faire attention à ça, de faire tous les thèmes que je voulais sans me préoccuper de qui les avait traités. Mais en fait, j'arrive pas à m'en empêcher. J'arrive pas à m'empêcher de m'empêcher de traiter des thèmes qui ont déjà été trop vus ailleurs, surtout sur des énormes chaînes, plus de 100 000 abonnés, etc. Je me dis que si quelqu'un avec 300, 400, 500 000 abonnés à traiter un sujet, il y a 80% de la communauté True Crime sur YouTube qui va déjà connaître. Donc c'est pas forcément très intéressant. Mais si ça vous dit, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça, vous. Est-ce que c'est vraiment super important pour vous de découvrir des nouvelles histoires, quitte à ce qu'elles soient peut-être un petit peu moins exceptionnelles? Ou alors est-ce que vous aimez que les gens vous proposent leur narration sur une histoire déjà connue, des grosses histoires vraiment hyper rocambolesques? Dites-moi ce que vous préférez, ça m'intéresse. Je vous signale aussi que j'ai un Utip si le cœur vous en dit. Même si c'est 1 €, ça peut me faire super plaisir pour le principe, sachant que je ne suis pas encore monétisée sur cette chaîne. Ça va peut-être pas tarder, mais je vous avoue que j'ai très peur de la monétisation sur le True Crime. J'ai l'impression que ça doit être une galère pas possible, vu qu'il y a forcément des mentions de trucs violents et tout, et que YouTube n'aime pas ça. Donc je suis pas très optimiste sur la monétisation de ma chaîne. Donc écoutez, s'il y a une petite pièce qui traîne au fond de la poche du jean et qu'elle vous gêne, vous pouvez venir me la donner sur mon Utip. Ça me fera extrêmement plaisir. Mais surtout, vous n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner, ça coûte rien. Et moi, je vous dis dans 2 semaines du coup. Ciao!